Totalement différent de Michel, c'était son attachement à la nature. Ça, c'est pour ce personnage qui paraissait aussi imposant, aussi triomphant, aussi loin des choses ordinaires de la vie. Au contraire, il s'intéressait d'une manière extraordinaire, intéressé aux animaux, ne craignait pas. Et d'ailleurs, quelques-uns de ses collègues peu amènes, l'ayant un jour traité de tyrannosaure, il n'en prit pas du tout ombrage et aussitôt se fit faire du papier à lettres en tête avec la reproduction d'un magnifique Tyrannosaurus rex, et il se servit pendant des années de ce papier à lettres. Et cette comparaison avec cet animal préhistorique de mauvaise réputation ne lui faisait pas peur du tout. Et à Loisé, il mettait en application en quelque sorte ses goûts pour la nature. Alors il commença par adopter 3 petites chiennes qui avaient été, je crois, trouvées, je ne sais comment, dans le bourg et avaient chaud chez lui. Et il s'est pris tout à fait de passion pour la vie de ces 3 chiennes qui passaient leur temps à se quereller et à se mordiller. Et il les baptisa les levrettes du Perche. Et il voulait créer une nouvelle race, les levrettes du Perche. Malheureusement, je crois qu'elle n'eut jamais de descendance, et pour bien montrer son attachement à ces fameuses levrettes, il les avait fait peindre par son ami Beretta dans son salon, si bien qu'aujourd'hui, vous pouvez voir là, sous vos yeux la trace des dites levrettes. Il était très amateur des récits de chasse et de prise de gibier que lui racontait son gardien, et qui était André Thiraud, qui gardait la propriété de Michel Fleury, et également la forchetterie. Et à la forchetterie, il y a un très beau parc, et qu'aujourd'hui, M. Combarieux, je crois, a l'intention de remettre en valeur, et ce parc était peuplé de quantités d'animaux. Et c'est ainsi que Michel Fleury dit à André Thiraud, non, non, vous avez pris un jeune renard, ne le tuez pas, je m'en vais l'élever. Et effectivement, pendant tout un été, on vit sous la table de la salle à manger avec les levrettes un jeune renard qui, mon Dieu, était vraiment bien apprivoisé et s'entendait même avec les chiens, et qui était très fidèle à son maître, d'autant que le maître l'a gavé de morceaux de viande, etc. Il était très, très fier de la montrer à tous les visiteurs qui venaient à Loisé. Alors, parmi les autres élevages de Michel Fleury, il y eut évidemment l'âne dont nous avons entendu parler ce matin, les repas. Michel Fleury avait toujours dans sa poche quelques quignons de pain, un morceau de sucre pour aller flatter les bouloches, qui vécut de très longues années dans la propriété de Loisé, sur laquelle ma fille d'ailleurs fit quelques tours certainement, comme tous les enfants qui étaient amis à monter la bouloche. Et après la bouloche, il y a eu également l'épisode des cistudes. Les cistudes sont de très grosses tortues qui vivent naturellement, notamment dans le centre de la France, dans le parc naturel de la Brenne. Et il se trouve que nous avons en Brenne une consoeur chartiste qui s'appelle Chantal de la Véronne, qui habite le château du Boucher en Brenne, et elle nous avait reçus fort gentiment, et elle voulut à tout prix donner à Michel des tortues, car à l'époque ces tortues n'étaient pas protégées et elles se faisaient écraser bêtement sur les routes. Donc une dizaine de tortues vinrent à Loisé, et Michel les mit dans son vivier, et donc ces tortues pendant des années prospérèrent. Alors il leur faisait des dîners succulents de vers de terre, de bouts de barbac ramassés chez les bouchers de Mortagne, du Mou, etc. Et ces tortues ne se reproduisaient pas, mais paraissaient quand même vouloir perdurer. Malheureusement, un hiver leur fut fatal, et on fut ainsi privé des tortues du Perche, car la seconde acclimatation devait se faire à la mare du Pont-Girard, mais malheureusement, un hiver, en 83, je crois, vint à bout des tortues. André Thiraud avait fait cadeau à son patron
d'un putois. Alors c'était pour le lui montrer et mettre à mort l'animal, mais Michel Fleury dit non, non, vous n'allez pas le tuer, je veux l'élever. Mais aussitôt, M. Thiraud dit, mais vous savez, c'est un animal très désagréable, on ne peut même pas lui donner à manger parce qu'il vous sauterait sur les mains, il vous dévorerait les doigts. Il faut faire une cage spéciale. Alors, aussitôt, on fait une cage spéciale, à double entrée, pour pouvoir le nourrir dans un compartiment où ne se trouvait pas le putois, puis ensuite ouvrir le compartiment. Et ce putois vécut au moins 2 ans dans l'écurie, empestant complètement l'écurie. Alors, vous voyez, c'est un côté que l'on ne connaît pas du tout, et il faisait les honneurs de son zoo, si j'ose dire, à toute personne, que ce soit le directeur du Louvre, des conservateurs des archives nationales, etc. Tout le monde était évidemment, connaissant Michel Fleury en tant que professeur, tout le monde était très étonné de le voir, quand il était à la campagne, complètement transformé et ravi par cette vie simple et que Michel Fleury travaillait à longueur de journée. Il avait une lampe installée dans un coin du salon, sur une petite table, et là, avec plein de livres autour de lui, autant par terre que sur la table d'ailleurs, il travaillait. Alors, sa hantise notamment, c'était l'annuaire de l'école pratique des hautes études, qui devait paraître pour la rentrée scolaire, et auquel ses collègues professeurs, puisqu'il était président de la 4e section des sciences historiques et philologiques, donc ses collègues professeurs lui envoyaient les projets de cours ainsi qu'un résumé qui était publié dans l'annuaire pour inciter les étudiants. Et de même, c'est pendant l'été qu'il rédigeait ces articles innombrables qu'il a écrits sur l'ensemble de ses travaux parisiens, les fouilles dans Paris, les fouilles à la basilique Saint-Denis, à la cathédrale Saint-Étienne et à la cour carrée du Louvre, puis à Bercy. Enfin, nous suivions évidemment au fur et à mesure du déroulement des jours et des années les fouilles. Il partait, il devait chaque année rejoindre sa famille qui allait dans une propriété qu'il avait près de Saint-Côme, près de Nîmes, dans le Gard, mais il retardait. Alors le prétexte était d'abord la fête de la Saint-Germain-d'Oisée, car Michel n'a jamais manqué une seule fête de la Saint-Germain-d'Oisée, dont la messe était dite, comme ça a été rappelé ce matin, d'abord par le Chemin d'Aubry, puis par l'abbé Planquel, qui venait avec toute la chorale de Saint-Hilaire. Une histoire malicieuse, c'est qu'il avait découvert dans les archives qu'il y avait un seigneur de Loizé, un certain chevalier d'Écorche, qui avait demandé au comte du Perche de l'époque, on est en 1786, à la veille de la Révolution, le seigneur de Loizé avait demandé l'autorisation d'établir un banc dans le cœur de l'église de Loizé pour présider les cérémonies. Mais malheureusement, alors le comte du Perche de l'époque, c'est notre futur Louis XVIII, que Michel Fleury côtoyait, si j'ose dire, dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Et malheureusement, le comte du Perche en question ne répondit jamais au chevalier de Loizé, et la Révolution emporta évidemment ce genre de pratique. Et Michel Fleury ne manquait pas de rappeler ça avec malice le jour de la Saint-Germain-d'Oisée, et prenait place dans les stalles du cœur à défaut de banc, entouré par le maire, le député et les autres membres du conseil municipal qui ne manquent jamais cette belle fête de Saint-Germain-d'Oisée. Il aimait aussi tous les produits du terroir, comme ça a été rappelé ce matin. C'était un bon vivant, il aimait la bonne nourriture et il faisait le tour des boucheries de Mortagne pour trouver les meilleures viandes chez Roger Fouquet, chez Génicaud, chez Gibière, etc. Il emportait pour les 7 jours de la semaine à Paris, dans le coffre de sa voiture, ce qu'il fallait, ainsi que sa ration de boudin, qui ne manquait jamais, les légumes du verger que André Thiraud chargeait, même les fruits du verger, les légumes du jardin, et même le cresson, puisqu'à cette époque-là, on osait encore manger le cresson qui sortait des fontaines de Loizé. Autre service que Michel Fleury rendait aux Amis du Perche, c'est que tous les ans, comme nous avons un certain nombre d'adhérents parisiens, tous les ans nous tenions
une séance parisienne et qu'il était difficile évidemment de faire accueillir gratuitement dans des locaux convenables. Et Michel Fleury faisait toujours ouvrir quelques monuments, notamment la grande salle de la Bibliothèque historique de la ville de Paris à l'époque, d'autres salles, l'hôtel Sully et autres. Nous étions toujours très bien accueillis. D'ailleurs, la plupart du temps, dans la journée, il retenait les amis du Perche pour aller visiter ses fouilles et nous avions droit à ces visites et notamment, je me souviens que la visite du Louvre avait été particulièrement brillante.